Здравствуйте, уважаемые коллеги, мы рады вас Bonjour, приветствовать. chers collègues. Nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme de l'agence d'information TAS. Et maintenant, c'est la conférence de presse en ligne qui est consacrée au grand festival culturel et historique Bruxelles Omegang et à la participation de la Russie en vente de 2021 comme invité d'honneur pour la première fois depuis son histoire de 5 siècles. Ce festival est inclus sur la liste du patrimoine immatériel et fait de l'UNESCO et fait la reconstitution des événements de 1549, qui est le moment de l'unification des terres autour de Bruxelles. Ce festival est annuel et le festival est le plus grand de la capitale Belgique. Permettez-moi de vous présenter les intervenants qui participent à la conférence. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Royaume de Belgique, Monsieur Tokovinin. Bonjour, je suis très content de vous souhaiter la bienvenue encore une fois. Bonjour. Eh bien, souhaitons la bienvenue au président du Festival culturel et historique, Monsieur Legrand. Bonjour. C'est aussi le vice-directeur de Rosatrudnichestvo qui participe à cet événement. Monsieur Metelov, merci d'avoir eu le temps. Et saluons le vice-directeur du département des relations extérieures économiques et internationales de ville de Moscou, Monsieur Bondaruk. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir eu le temps. Et saluons la directrice du Centre scientifique et culturel de Russie à Bruxelles, Madame Bounina. Encore une fois, je suis ravi de coopérer avec vous et de couvrir cet événement intéressant. Et comme je l'ai déjà dit dans le cadre de la conférence de presse, le directeur général de l'Institut, Monsieur Vermeyer, va faire une historique de ce festival. Je rappelle que notre événement se passe en ligne. Les médias peuvent poser des questions dans le chat spécialement créé. Je vais annoncer plus tard ces questions avant que monsieur l'ambassadeur va dire quelques mots. On va voir une vidéo très belle. Attention à l'écran. Cette reconnaissance nous honore et nous porterons ensemble au plus haut les valeurs de l'UNESCO et notre histoire. In name of our mixed and multicultural group, thank you, UNESCO. Eh bien, merci à l'UNESCO pour l'inscription de l'Omegang de Bruxelles sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Merci. Bedankt voor de erkenning van UNESCO. We zijn daar zeer fier op. Атмосферно. Спасибо большое. C'était très joli. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que je peux dire que cet événement est vraiment historique et qui nous attend l'année prochaine? Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour la première fois depuis l'histoire de 5 siècles, la Russie deviendra son invité d'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre pays? Tout simplement, l'histoire qui dure 5 siècles, c'est un grand chiffre et ça aura lieu pour la première fois l'année prochaine. C'est émouvant selon moi. Bien, à vous la parole. Merci beaucoup. Effectivement, nous nous sommes réunis pour discuter du sujet très agréable parce que Omegang, c'est un des événements les plus illustrants de la vie de Bruxelles. C'est vraiment ça.
Le cortège commence à côté de l'église de Sablon, qui est une perle historique de la capitale, et puis il arrive sur la grande place, qui est, selon moi, l'une des plus belles places de l'Europe. Tout ça ensemble, cet alliage de l'histoire, de culture, de l'architecture, laisse vraiment une impression incroyable de mes gangs, et chaque année que je le vois, j'ai un grand plaisir. C'est très agréable que ce ne sont pas les acteurs qui participent à ce festival, mais les habitants de la ville qui s'y préparent avec scrupulosité, qui portent ces costumes de XVIe siècle. Et certains d'eux sont les descendants des familles qui accueillaient Charles V en 1549, qui gardent toujours les traditions et l'attention à cette tradition. Donc en Russie, on aime beaucoup de reconstitutions en Russie. J'aimerais remercier sincèrement les organisateurs du festival et en personne le président du festival, M. Paul Legrand, pour l'invitation à la Russie de venir et d'être invité d'honneur. Ça aurait dû être ce jour, mais vu les circonstances, nous reportons cet événement à l'année prochaine. Mais je suis sûr que ce que nous avons prévu serait réalisé d'ici un an avec la participation des collectifs créatifs de Russie. J'aimerais aussi remercier les autorités de la ville de Bruxelles où se passe cette fête. Nous avons de petits problèmes techniques avec la communication, ou ce n'est que moi qui a ces problèmes. Bien, essayons encore une fois parce que vous avez disparu pour un certain temps et je ne comprends pas si c'est notre problème technique. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. On va essayer de continuer. Je voulais dire que le respect mutuel de la culture entre la Russie et la Belgique a une histoire profonde. Il y a 3 ans, on a fêté le 300e anniversaire de la visite de cette terre par Pierre le Grand et notamment Bruxelles. C'était dans la ville de Liège. Et on connaît que le fondateur de la dynastie bruxelloise était le général russe. Tout le monde le connaît, mais en s'appuyant sur ce fondament historique, nous développons activement des liens culturels aujourd'hui. Et ces liens culturels sont basés sur la sympathie mutuelle et un grand intérêt, parce que on a prévu cette année un programme large qui comprend l'organisation des saisons russes en Belgique, mais malheureusement, à cause des circonstances, on a dû reporter certains événements ou de les organiser en ligne, mais ça n'affaiblit pas notre intention commune de développer ces liens culturels. Et je crois que cette aspiration est très importante parce que c'est aujourd'hui, nous avons la tâche de surmonter les circonstances de la pandémie. C'est pour ça qu'on a besoin du rapprochement des États, de la coopération culturelle, parce que des liens culturels, des échanges sont une partie la plus importante de ce fondament des relations bilatérales solides. C'est pour ça que j'aimerais remercier nos amis belges et partenaires et j'aimerais exprimer ma sûreté que ce projet de la participation en Russie l'année prochaine nous aidera d'avancer dans cette direction, nous aidera à développer la coopération solide et approfondie entre la Russie et la Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Un peu plus tard, si vous me le permettez, on reviendra avec des questions sur vous. J'appelle les collègues de poser les questions.
Bien, aujourd'hui, nous allons entendre beaucoup d'informations sur des liens culturels et historiques entre la Russie et la Belgique. Et Rosatrudnichestvo contribue au renforcement et à l'élargissement de ces liens. Et je prends la liberté de dire que l'événement à venir, dont nous allons parler aujourd'hui en détail, est une nouvelle confirmation de ce fait. Eh bien, parlez-nous de comment votre ministère soutient cet événement. Merci beaucoup. Mais avant tout, j'aimerais remercier de m'avoir accordé la possibilité de participer à votre conférence de presse parce que, effectivement, ce dont nous parlons aujourd'hui, Omegang, le festival culturel et historique européen, et la participation de Rosatrudnichestvo est effectivement la première expérience pour notre agence parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, nous coopérons en format étroit bilatéral avec la Belgique. Il y a beaucoup d'événements qui se passent en Belgique, qui sont organisés par Rosatrudnichestvo, par le ministère de la Culture et le ministère et les régions de la Fédération de Russie. Ce sont les journées de culture et les années croisées de culture, les saisons russes. On les appelle les saisons russes et plusieurs autres formats. Mais le format de la participation dans ce festival historique et culturel qui se tient qui est tenu pendant plusieurs centaines d'années, et pour nous, un nouveau format, une nouvelle plateforme, et comme conséquence, une grande responsabilité pour présenter notre pays au niveau approprié au sein de ce festival. Monsieur l'ambassadeur a déjà mentionné que des liens entre nos deux pays remontaient dans l'histoire et effectivement le sujet de la coopération entre la Russie et les pays européens, notamment la Belgique, serait célébré activement quand on va fêter une date commémorative liée à Pierre le Grand, parce que c'est lui qui a ouvert une fenêtre en Europe et cette fenêtre est toujours ouverte depuis ce moment et nous essayons de le laisser ouvertement, largement ouverte et nous aimerions présenter les meilleurs exemples de la culture russe et de notre pays aux pays européens. Et quand on a été invité, et donc c'est pour ça que j'aimerais remercier Paul Legrand, qui est président du festival Omegang. Quand on nous a invités de participer en tant qu'invité d'honneur, on a été très contents et on y a beaucoup réfléchi comment nous y préparer. Nous comprenons les capacités de notre organisation et comprenons que la culture russe est tellement multidimensionnelle que le présenter à ce festival qui se passe pendant plusieurs jours sera quasiment impossible. Alors, nous avons consulté nos collègues et partenaires amis au gouvernement de Moscou en vue de présenter la Russie au nom de Moscou à Bruxelles parce que Moscou, c'est en réalité une mégapole immense avec la population de plusieurs millions, étant capitale de la Fédération de Russie, constitue un échantillon culturel de notre pays, puisque plus de 100 nationalités vivent à Moscou qui ont leurs particularités, leur culture, leurs traditions et leur langue. Et nous aimerions, dans le cadre de ce festival, montrer non seulement le lien historique de notre pays avec l'Europe, mais aussi montrer les particularités de la culture russe qui est une sorte de symbiose de l'interaction de plusieurs cultures, des peuples qui vivent sur le territoire de la Fédération de Russie. C'est pour ça que c'est bien dommage que cette année, ce festival n'ait pas eu lieu à cause des événements que tout le monde connaît. On s'y préparait beaucoup. On avait déjà un programme très intéressant qui était déjà préparé. Mais en revanche, nous avons la possibilité de prendre une pause parce qu'on ne renonce pas à nos projets.
nous aimerions participer activement à ce festival l'année prochaine. Et j'espère que nous aurons encore le temps de nous préparer encore mieux pour préparer un programme très joli qui deviendra un événement culturologique et humanitaire dans la vie, non seulement de la capitale, mais aussi de l'Europe et de Belgique. C'est pour ça qu'on attend avec impatience l'année prochaine pour présenter notre pays avec dignité. Merci beaucoup, Yuri Anatolovitch. J'aimerais parler plus en détail de notre pays dans le festival Omegang. Monsieur Legrand, permettez-moi de vous passer la parole. Pourquoi vous avez décidé d'inviter la Russie pour participer à cet événement important historique? Si les dates précises sont fixées, quand est-ce que Omegang aura lieu l'année prochaine et quels sont les critères, les exigences qui sont avancées vis-à-vis du pays invité d'honneur? Merci beaucoup en tout cas d'avoir organisé cette conférence de presse parce que tout ce qui fait rayonner la culture belge, bruxelloise à l'étranger nous ravit évidemment très fort. Alors, в первую очередь я хотел бы поблагодарить за то, что вы организовали подобную пресс-конференцию, потому что любые события, которые рассказывают о культуре Бельгии, о культуре Брюсселя, делают нас только больше радостными. Alors, les prochaines sorties de l'Omegang avec la production par l'Omegang Bruxelles Events seront le 30 juin et le 2 juillet 2021 sur la Grande Place de Bruxelles. Следующий фестиваль Омеганга состоится с 30 июня по 2 июля на Большой площади Брюсселя. Nous avons un cortège historique qui fait plus de 1400 figurants et acteurs. Et la spécificité, c'est que ce sont les descendants de ceux qui le faisaient à l'époque. Дело в том, что речь идет об исторической процессии, которая включает свыше 1400 человек. И особенность заключается в том, что это потомки тех людей, которые участвовали в том историческом событии. Donc ça veut dire que le rôle de prince est tenu par un vrai prince, le rôle de garde est tenu par un vrai policier, ou un rôle dans un métier, par exemple, de la construction. Ce sont des vraies personnes qui font ça dans la vie actuelle. Donc, on a toutes les couches de la population qui se retrouvent dans l'Omegang. Дело в том, что если, например, речь идет о князе, то это настоящий князь. Если речь идет о гвардии, то это настоящие полицейские, которые выступают в роли этой гвардии. Если речь идет о строителях, то это действительно люди, которые работают в этой отрасли. И тем самым представлены все слои населения, которые участвуют в этом событии под названием Омеганг. Et c'est vrai que l'ensemble de la ville et du pays, parce que nous avons des groupes folkloriques, viennent aussi bien du nord que du sud de la Belgique pour retracer un moment de notre histoire. И действительно, как и население города, и сам город воссоздают эти исторические события, и в которых также и в этом фестивале также участвуют фольклорные группы, которые приезжают как с севера, так и с юга нашей страны. Donc, fin 2019, nous avons été reconnus comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et l'année prochaine, lorsque la Russie sera pays à l'honneur, ce sera la première fois, à ma connaissance, à travers le monde, qu'il y aura un élément immatériel qui se déroulera dans un élément matériel, qui est la Grande Place de Bruxelles, qui elle aussi est patrimoine mondial de l'UNESCO. Дело в том, что в 2019 году наш фестиваль был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
В следующем году Россия выступит в качестве почетного гостя. И как раз будет особенность в том, что нематериальное наследие ЮНЕСКО будет участвовать на большой площади, которая также включена в список материального наследия ЮНЕСКО. Alors, il y a une dizaine d'années, avec le conseil d'administration de l'Omegang Brussels Event, nous avons décidé d'ouvrir la possibilité à des pays de devenir un pays à l'honneur. Дело в том, что около 10 лет назад Совет директоров этого фестиваля принял решение о том, чтобы дать возможность странам выступать в роли почетных гостей этого фестиваля. Pourquoi? Parce que nous partons du principe que tous les peuples qu'il y a sur Terre ont forcément une culture. Et que c'est par la culture que l'on va pouvoir, à un moment donné, mieux se comprendre et qui sont les racines de chacun d'entre nous. Почему мы так поступили? Мы считаем, что все народы, которые живут на Земле, имеют свою культуру. И за счет этой культуры мы сможем понять друг друга и понять наши общие корни. Cette culture fait en sorte qu'on se comprend mieux et que surtout il y ait une curiosité entre les peuples. La spécificité du casting de l'Omegang, c'est que toutes les couches de la population s'y retrouvent pour avoir un message, faire passer la culture du pays à tout le monde. Donc là, l'union fait la force. И как раз-таки эта культура, за счет этой культуры получается так, что мы лучше друг друга понимаем. Появляется некое любопытство между народами. И, как я уже говорил, особенность нашего фестиваля заключается в том, что в нем участвуют представители всех слоев населения, которые демонстрируют свою культуру и через которую мир начинает понимать о том, что происходит в нашей стране. Voilà, l'union de tout le monde pour avoir un seul message. Nous avons déjà eu plusieurs pays à l'honneur, qu'ils soient européens ou extra-européens, et les mettre sur la grande place de Bruxelles, capitale de l'Europe, est important pour la Belgique aussi. Дело в том, что эти представители слоев населения собираются, чтобы передать некий единый месседж. И для того, между прочим, в нашем фестивале уже участвовали не только страны, почетные гости из Европейского Союза, но и других стран. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, Malte, le Japon également. Et vous êtes le deuxième pays, je dirais, extra-européen qui s'invite à l'Omegang et nous sommes très fiers de ça et impatients de pouvoir collaborer ensemble et forcément très triste d'avoir reporté l'Omegang à l'année prochaine. Дело в том, что в нашем фестивале уже участвовали Испания, Италия, Румыния, Мальта и Япония. Россия является второй страной, которая является почетным гостем и не входит в Европейский Союз. Мы очень этим гордимся, мы считаем, что это будет развивать сотрудничество, но, к сожалению, мы выражаем сожаление по поводу того, что этот фестиваль перенесен на следующий год. Et avoir la Russie cette année comme pays à l'honneur, enfin l'année prochaine comme pays à l'honneur, nous sommes forcément très honorés parce que la grandeur de la Russie, avec toute la culture que la Russie a, eh bien, forcément, c'est intéressant de pouvoir communiquer ça ensemble, d'apprendre à nos deux populations d'où on vient et d'avoir des échanges ensemble. Donc, on est vraiment ravis de ça. Дело в том, что мы очень рады, что Россия стала почетным гостем и примет участие в фестивале в следующем году. Для нас это огромная честь, потому что Россия имеет огромную культуру, особенно на крайнем, к примеру, крайнем севере, который имеет свою огромную культуру. И это интересно с той точки зрения, что это позволяет общаться нашим странам, помогает нашим народам понять, откуда мы произошли, и я очень этому рад.
Alors, on voulait bien sûr féliciter aussi et remercier toutes les forces vives, à la fois du Centre culturel scientifique de Russie à Bruxelles et à la fois avec les partenaires à Moscou, où on s'est vu, ils ont voyagé et c'est quelque chose lorsque la volonté des hommes et des femmes pour arriver à faire quelque chose, eh bien, ensemble, on est plus fort. Дело в том, что я хотел бы также поздравить и поблагодарить тех людей, которые участвовали в подготовке этого события, особенно из Российского центра науки и культуры в Брюсселе, а также других наших партнеров. И мы видели, как часто они совершали поездки. И я считаю, что когда есть стремление людей сделать что-то, и это стремление общее, то им удается это сделать. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour les questions. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Да, спасибо большое. Чуть позже я... Merci beaucoup. Je vous posais quelques questions à préciser. Merci beaucoup, Monsieur Legrand. Monsieur Bondarouk, permettez-moi de vous laisser la parole. Comme vous êtes participant de la conférence et vous êtes une partie constitutive intégrante de ce travail préparatif. En quoi consiste ce travail? Pourquoi c'est important pour Moscou? Parce que c'est la présentation de Moscou dans ce festival. Pourquoi c'est important? Comment vous coopérez avec les collègues? Cette année, les circonstances sont telles qu'elles sont, mais on espère que l'année prochaine, tout sera beau. Parlez-nous des événements préparatifs. Merci beaucoup, Irina. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer. J'aimerais saluer de tout mon cœur les participants, Monsieur l'ambassadeur, Yuri Anatolovich, Mira Georgievna, Monsieur Paul Legrand. Pour moi, c'est un grand honneur de vous revoir. Et j'espère la poursuite de notre coopération dans ce projet intéressant qui est la présentation de Russie au Festival culturel historique d'Omegang. Sans aucun doute, pour nous, c'était un grand honneur qu'on nous a fait une telle proposition. Moscou est vraiment une capitale historique et culturelle de Russie. Et Moscou a derrière ses épaules une grande expérience de l'organisation des grands événements culturels historiques. C'est pour ça que nous avons décidé que nous devions répondre à cette invitation. Merci beaucoup, mes collègues de Rosatrudnichestvo, pour votre soutien. Beaucoup a été fait. Malheureusement, les circonstances nous ont arrêtés un peu, mais parfois, pour faire un grand pas à l'avant, il faut s'arrêter un peu, il faut se ressourcer, mais je suis sûr que l'année prochaine, cet événement se déroulera avec le soutien et la participation de Moscou à un niveau de qualité. C'est un peu tôt de dévoiler les cartes, de parler du programme concret, mais je suis sûr que notre participation comprendra la reconstitution historique pour correspondre au caractère même du festival et le volet historique et folklorique. Et on va bien sûr penser au spectacle des collectifs, célèbres collectifs, pour montrer toutes les possibilités de Moscou. Comme l'a dit Yuri Anatolovich, Moscou est une ville culturelle et je pense que nous ferons le maximum d'efforts pour que nos collègues de Belgique, de Bruxelles, du comité de l'organisation voient en réalité que nous avons fait de notre mieux pour montrer pour présenter notre pays et Moscou. Merci beaucoup. Nous avons déjà des questions concernant les détails et la préparation à ce festival, mais je laisserai cette question à l'auteur.
Madame Bounina, permettez-moi de vous laisser la parole. Beaucoup a été fait, selon moi, pour que notre pays participe à ce grand événement historique et aux liens culturels. Je crois que c'est sans doute très important pour les deux parties. Parlez-nous des moments relatifs à l'organisation, parce que je ne sais pas à qui je dois adresser cette question. Si j'ai tort, dites-moi, s'il vous plaît, et je vais reposer cette question à quelqu'un d'autre. Est-ce que je comprends bien que la Russie est représentée par une délégation russe et qui doit être composée des descendants dont on a parlé tout à l'heure, ou ça pourrait être une équipe internationale? Combien de personnes sont dans la délégation? Est-ce qu'ils viennent tous de Russie ou vous travaillez avec des compatriotes et quelqu'un peut déjà travailler sur place? Merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les participants de cette rencontre, de cette conférence de presse. Beaucoup a été dit. Cette fête culturelle et historique aurait dû commencer quelques jours après et la Russie aurait dû être représentée pour la première fois, mais les circonstances ne l'ont pas permise. Mais pour ne pas avoir la pause de 2 ans, il nous a semblé important, on a pris la décision de tenir ce briefing, une conférence de presse en ligne pour non seulement pour présenter cette fête qui est le plus grand événement culturel de l'échelle internationale, d'une part pour l'auditoire, pour le public russe, mais aussi de parler de la préparation qui est menée dans notre pays et pour en parler au public international. Omegang c'est un événement culturel historique qu'on peut pas surestimer. Monsieur Legrand a dit tout à l'heure qu'il était inclus sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et effectivement, paradoxalement, et c'est le cas unique quand l'événement du patrimoine immatériel aura lieu sur la place du patrimoine matériel, sur la grande place de Bruxelles. Mais avant que Omegang est devenu une partie de la liste de l'UNESCO, il est passé du Japon à la Malte, de l'Espagne à Cuba, et les pays qui participent à l'Omegang en tant qu'invités d'honneur, et les gens, les spectateurs, les touristes qui viennent spécialement en Belgique pour voir, ce sont les gens de 4 coins du monde. Et bien sûr que cette dimension mondiale et ce niveau mondial est une circonstance incroyable qui est pour nous un grand honneur pour que la Russie y participe. Voilà pourquoi, quand on parle de la participation de Russie, on va essayer de correspondre à ce niveau international de l'événement culturel qui a lieu dans la capitale bruxelloise. Et donc, en coopération avec le gouvernement de Moscou et d'autres organisations, des compatriotes qui vivent en Belgique, essaieront de présenter les facettes différentes de culture de la Russie, de ces régions. Et naturellement, la Russie sera présentée tout d'abord par la meilleure ville de la Terre, comme on aime l'appeler, Moscou. Oui, je suis moscovite. C'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Mais j'aimerais dire que la délégation russe comprendra les représentants des autres régions et bien sûr nos compatriotes qui vivent en Belgique. Ils s'y préparent déjà et je suis sûr que
que cette participation sera très marquante et tout le monde s'en souviendra. J'aimerais remercier tout le monde qui a pu participer à cette conférence de presse, qui a consacré à la participation de Russie dans ce grand événement culturel historique qui a lieu à Bruxelles. J'aimerais être sûr que notre coopération aidera à renforcer les liens entre nos pays qui possèdent l'histoire de plusieurs années, la compréhension mutuelle entre nos peuples et renforcera nos valeurs culturelles Vive Omegang de 2021. Merci beaucoup, madame. J'ai une question à monsieur Legrand. C'est une question organisationnelle. Le festival dure quelques jours. Comment est-ce qu'on formule le programme pour ces jours? Est-ce qu'il y a les jours qui sont répétés? Comment vous élaborez le programme? Quels sont les critères de l'élaboration de ce programme? Alors, d'abord, ça fait longtemps que les gens y participent, ce qui fait qu'ils ont l'habitude d'avoir justement le défilé qui se passe. Ça se passe. Дело в том, что уже многие годы люди участвуют и знают примерно программу, а также о том, что будет, что проходит шествие. Alors, là, ça se passe, il y a 4 jours, si vous voulez, de festivités. Les 4 jours se passent aussi bien dans le Parc Royal devant le Palais Royal et sur la Grande Place de Bruxelles avec 2 représentations le 30 juin et 1er juillet. Et 2 juillet. 2 juillet. Дело в том, что торжественные мероприятия 24 дня, они проходят в Королевском парке, который находится перед Королевским дворцом, а также на большой площади, которая называется Гранд Плас. И эти мероприятия проходят 30 июня и 2 июля, с 30 июня по 2 июля. Alors, bien sûr, la Russie sera présente dans le Parc Royal, devant le Palais Royal, parce que nous présentons un aspect historique pour les plus jeunes et pour les parents de manière gratuite, afin de justement apprendre ça à la nouvelle génération. Дело в том, что Россия, конечно же, будет выступать в Королевском парке, который находится перед Королевским дворцом, поскольку мы представляем историю, и это, скажем так, мероприятия, которые организованы для молодежи и для их родителей, и они организовываются бесплатно. И таким образом, через эти мероприятия мы знакомим их с историей. Voilà. Et en ce qui concerne les spectacles de l'Omegang sur la Grande Place, il y aura bien sûr des réceptions à l'hôtel de ville, et il y aura bien sûr une présence de la Russie sur la Grande Place en début de spectacle, et on vous laisse quelques surprises tout de même. Дело в том, что пройдет выступление на Большой площади, будут устроены приемы в мэрии города, и также Россия будет выступление России в самом начале фестиваля. Mais nous travaillons en tout cas en étroite collaboration, et je pense qu'on sera tous les deux ravis. Il faut savoir qu'on fait quand même, je dirais, entre 40 et 50 000 personnes de manière physique, hors Covid-19 évidemment. Et puis beaucoup de médias nous suivent également, et sur les réseaux sociaux aussi, on est très très fort suivi partout dans le monde. Дело в том, что я думаю, мы будем работать в тесном сотрудничестве по этому вопросу, и в конечном итоге мы все останемся рады и довольны. В Омеганге принимает участие около 40-50 тысяч человек, и я надеюсь, что среди них не будет ковида. Также средства массовой информации будут активно
освещать это событие, а также об этом событии будут писать все социальные сети по всему миру. 40-50 тысяч человек участвуют всего? Vous avez dit tout à l'heure que seulement 40 ou 50 000 personnes qui participent. Alors, il y a 1400 figurants costumés, donc c'est 1400 acteurs. Et puis, nous avons des visiteurs qui viennent voir dans le Parc Royal et qui viennent voir sur la Grande Place. Et ça, sur 4 jours, ça représente plus ou moins 40 à 50 000 personnes. Plus les médias et réseaux sociaux, parce que les gens postent beaucoup et nous-mêmes, on fait des directs pendant le Gang avec, via notre Facebook. Дело в том, что я сказал, что в самом мероприятии будет принимать участие около 1400 участников. Что касается зрителей, то их количество будет составлять около 40-50 тысяч в общей сложности, которые будут находиться в Королевском парке перед Королевским дворцом. Кроме того, будет очень активное освещение в средствах массовой информации, а также в социальных сетях, потому что люди делают фотографии, снимают видео, и потом также будет прямая трансляция с нашей страницы в Фейсбуке. Et alors, on sait qu'on a plus ou moins 20% des places qui sont vendues sur la Grande Place qui sont vendues à l'étranger, que ce soit en Asie, en Océanie ou en Europe ou en Amérique du Nord ou du Sud. Дело в том, что 20% мест на главной площади уже проданы, и все эти места проданы зарубежным зрителям из Азии, из Азиатско-Тихоокеанского региона, из Европейского Союза и стран Северной и Южной Америки. Господин посол, благодарю вас, месье Легран. Господин посол, позвольте... Merci beaucoup, monsieur Legrand. Permettez-moi de donner la parole à vous, monsieur l'ambassadeur. On a déjà entendu parler de l'aspect touristique de cet événement. Malheureusement, j'ai pas encore visité en personne Bruxelles, mais selon les avis, selon les images, c'est un très bel endroit et bien sûr que cet endroit est attractif, qui mérite la visite et fait partie de la liste des capitales les plus belles pour le week-end de 2 ou 3 jours. En ce qui concerne la situation épidémiologique, on va suivre cette situation. Il y a des pronostics qui sont assez prudents pour quelques mois à venir. Selon vous, à quel point ces événements sont un point d'attractivité pour les touristes? Parce que nous savons qu'il y a une galerie de tableaux qui fait partie des endroits touristiques, des châteaux, les monuments. À quel point l'événement de ce genre peut attirer les touristes? Comment ça se passe, la situation à Bruxelles? Est-ce qu'il y a plus de gens dans les rues? Est-ce que vous pouvez donner des conseils pour ceux qui pensent faire des voyages? Quelles sont vos observations? Merci beaucoup. Je dois dire que la Belgique suit assez rapidement le déconfinement. Il y a de moins de restrictions depuis le 1er juillet. Les théâtres sont ouverts avec certaines restrictions. On peut voyager à travers le pays, on peut visiter les endroits touristiques, les musées, c'est faisable. Malheureusement, pour l'instant, la Russie ne sera pas incluse sur la liste des pays autorisés à venir, mais on espère que d'ici un an, les voyages ne sont pas limités avec ça, parce que la Belgique est très petite. C'est plus petit que la région de Moscou, mais ce pays est plein de monuments historiques, de musées, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez bien dit, des châteaux.
il y a plus de châteaux sur une pièce de territoire que dans les autres pays européens. Ce sont les gens qui sont très hospitaliers, qui accueillent avec chaleur les visiteurs, puisqu'il y a eu des années quand le Noël, Brugge et Gand faisait partie de la liste des 5 premières directions pour les touristes russes et personne n'a quitté la Belgique avec de mauvaise humeur. On va attendre les touristes. Merci beaucoup. Permettez-moi de poser une question qui a été posée lors de la conférence de presse. Sergei Petrosov, Média Alliance des communautés historiques de Russie. On va poser, est-ce qu'on pense inviter les organisations civiles de la Belgique et de l'Europe, quelle pourrait être leur contribution, leur rôle? Si vous me permettez, je vais répondre. Alexandre Glebovitch est un membre actif de notre diaspora des compatriotes en Belgique. On a des relations les plus chaleureuses et bien sûr que les compatriotes pourront participer et aider à l'organisation et on espère qu'avec l'utilisation de nos ressources informationnelles, ils vont aider à couvrir ces événements sur Internet et dans les médias. À quel point sont actifs les gens? Je sais que ce sujet peut être très proche à quelques personnes. Il y a beaucoup de festivals historiques, culturels qui se passent en Russie, à Moscou. Et il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ces événements, qui viennent avec leur famille, avec leurs enfants. Pour eux, c'est un sujet qui est très vif, très intéressant. Il y a ceux qui sont moins actifs, mais visitent avec un grand plaisir ces festivals. À quel point on peut constater l'intérêt si on publie sur Facebook une annonce par rapport à cet événement? Si on dit que tout le monde peut participer, à quel point les gens qui vivent en Belgique, comme vous l'avez dit, de la diaspora, sont intéressés par ce sujet? À quel point ces gens vous aident sur place? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille activement, on a beaucoup de directions. On était chargé du travail commémoratif à l'occasion de la victoire, de la célébration de la victoire. Ensuite, quand on a fêté le 300e anniversaire de la visite de Pierre le Grand, on a travaillé étroitement avec nos compatriotes. Et les événements comme Omegang, c'est une partie de la vie. C'est pas tout simplement la reconstitution, une installation. Les gens vivent par ça. Ils ont les tenues du XVIe siècle dans leurs armoires qu'ils mettent une fois par an et ils vivent leur histoire en se souvenant de toutes les générations de 1600 ans et ça suscite des émotions chaleureuses et on voit que c'est pas le spectacle pour les gens, c'est une partie de leur existence. Vous avez mentionné tout à l'heure la tenue et quand on a regardé la vidéo, c'était difficile de ne pas faire attention aux beautés de cette tenue. C'est un chef-d'œuvre avec plusieurs nuances. Il n'y a pas de moment nuancé. J'ai une question particulière, Monsieur Paul-Laurent. Comment on prépare des costumes? Comment on prépare des attributs? Parce que ça, c'est une partie importante de l'Omegang, parce que sinon, ça aurait perçu de façon différente qui en est responsable, qui est le couturier, qui le fait quand on commence à le faire. Alors, donc, ça m'intéresse beaucoup, comme je suis femme. Voilà. Alors, comme on veut, évidemment, qu'on travaille par des groupes, si vous voulez, qui défilent sur la Grande Place. Donc, il peut y avoir des groupes des métiers, des arbalétriers, etc., etc. On veut que les costumes par groupe soient les mêmes. Дело в том, что поскольку в мероприятии участвуют различные коллективы, которые
скажем так, отличаются друг от друга. То есть есть арбалетчики, напролетчики, есть люди, которые представляют другие разные профессии. И, конечно, мы делаем так, чтобы костюмы одинаковые для этих групп людей. Et alors, ce qui se passe, c'est que la Société Royale de Lomegang fabrique ces costumes. Donc, tous les costumes, les chars, les drapeaux, il y a plus de 300 drapeaux, tout ce que vous allez voir sont une production interne. Et nous les prêtons à ce moment-là à des groupes et des figurants pour pouvoir à ce moment-là défiler sur la Grand Place. Mais nous avons plus de 2500 mètres carrés de stock, 2000 costumes, 800 paires de chaussures, par exemple. Дело в том, что этим вопросом занимается королевская компания, королевское общество Амиганга, которое как раз-таки занимается оформлением всей этой части, которая производит, например, костюмы, флаги, которых свыше 300. И все, что вы видите на этом мероприятии, мы одалживаем в пользование участников этого мероприятия. У нас есть около 1500 склады площадью в 1500 квадратных метров, также с более 800 пар обуви и так далее. Et pour ce faire, nous avons donc du personnel et des couturiers en interne pour pouvoir produire tout ça. Même pour les carapaçons des chevaux, c'est de la peinture sur soie, par exemple. Также у нас есть кутюрье, которые шьют костюмы, а также есть те люди, которые занимаются пошивом, скажем так, сбруи для лошадей. У меня такой... Вера Георгиевна, хотели бы дополнить что-то, или я бы не поняла? Да, попон для лошадей, причем это... Donc, en fait, c'est la couture sur la soie qui sont de très bonne qualité, qui est utilisée, qui donne un très bon entourage. Et si je comprends bien, on emprunte ces affaires pour la période du festival. C'est ça? Donc, je pose la question à Monsieur Legrand, c'est-à-dire on prête ces attributs, ces tenues aux figurants du festival. Oui, c'est ça. C'est pour avoir une vérité historique, puisque les costumes sont faits sur base de tapisseries de l'époque, donc ils sont reproduits, et qu'on puisse avoir des tableaux, si vous voulez, qui défilent sur la Grand Place et qui créent la magie, si vous voulez, de nombre de figurants par rapport à l'endroit et par rapport à ce qu'on voit. Да, это действительно так. Для того, чтобы воссоздать исторически правдивые события, мы, конечно же, воссоздаем те костюмы, используя те оригинальные материалы, которые были в то время. И таким образом это все создает общую картину в местах проведения фестиваля и тем самым создает некую магию этого исторического события. Алексей Степанович, ну, была бы я плохим журналистом, если бы я не зацепилась сказанное вами раньше. J'aurais été une mauvaise journaliste si je ne vous pose pas la question concernant le programme russe. Apparemment, il y a des choses qu'il est tôt annoncées ou il est pour l'instant prématuré de les dire. Moi, je m'intéresse à la préparation et pas précisément au programme. Quelles sont les directions de la préparation? Quels sont les critères de la préparation de la délégation? Parce que là, on a entendu ces critères des organisateurs du festival. On aimerait entendre la position de notre côté. Comment on choisit les périodes temporaires, historiques. Dans tous les cas, c'est en petit spectacle.
qui est le metteur en scène? Comment choisit-on la thématique? Pourriez-vous répondre à cette question? Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, il s'avère que dans le cadre du temps serré, avant juste la procession, nous devons faire découvrir au maximum toute la largeur de la culture russe. C'est pour ça que ça va être un petit spectacle, une petite présentation. Lorsque sur la grande place de Bruxelles marcheront les représentants des collectifs folkloriques, tout comme les représentants de la reconstitution historique, mais aussi les représentants de la délégation officielle. On n'est pas prêt à vous le dire parce que là, on a toute l'année devant nous. Il vaut mieux qu'on regarde, qu'on fait la sélection. Dans tous les cas, ça va être une décision collégiale suite à notre expérience de l'organisation des événements à l'étranger. On va écouter attentivement le point de vue de nos collègues et de Madame Bounina. Je crois qu'elle participera directement à la sélection et la prise de la décision. Je crois que nous devons correspondre à l'esprit commun de ce festival et bien sûr qu'on tiendra en compte aussi l'avis de Monsieur Paul Legrand. Ne vous délectez pas puisque on a encore une question de Petrosov, une alliance. Moscou était toujours caractérisé par sa générosité. Quel cadeau pourrait-on faire à cette occasion à l'Union européenne? Si on ouvre l'histoire du cadeau, il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'on peut discuter de cette question en format privé avec M. Petrosov et je lui dévoilerai ce secret. Mais selon la tradition, la Russie ne vient pas sans cadeau chez les autres. Monsieur Legrand a l'air très, très content. Non, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés lors de réunions préparatoires à Bruxelles et on leur a offert forcément du chocolat. Eux aussi, on a fait déjà des échanges de cadeaux. C'est vrai que la Russie et les Russes, chaque fois qu'on se rencontre, il y a un vrai échange de présents et vous êtes connus pour ça. Дело в том, что каждый раз, когда мы встречались на заседании, скажем так, на подготовительной встрече в Брюсселе, то со своей стороны мы подарили российской стороне шоколад. В свою очередь мы получили тоже некий подарок. Россия и народ известен тем, что есть традиция не приходить с пустыми руками. И как раз-таки именно за это Россия известна, и российский народ. Месье Легран, а вы были в Москве? Monsieur Legrand, est-ce que vous avez jamais visité la Russie? Malheureusement, pas encore, mais ce sera pour bientôt, j'espère. К несчастью, нет. Пока нет. Надо исправлять. Mais attention, j'ai de la famille éloignée qui il y a une branche qui descend de la Russie. Il y a une branche qui descend de la Russie. Дело в том, что у меня есть, скажем так, дальняя семья и есть российские корни. Приезжайте. Приезжайте. Alors venez s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Предоставить слово, и, наверное, будем уже завершать. Я понимаю, что сейчас, конечно, Monsieur Yuri Anatolovich, permettez-moi de vous passer la parole. Maintenant, c'est la période où il est difficile de programmer, puisque les pronostics, puisque pas tout le monde peut ose faire des pronostics. Peut-être. Est-ce que les liens culturels et humanitaires entre la Russie et Bruxelles, si on en parle les années, quelques mois à venir,
quels pourrait-on avoir les événements du programme culturel? Sur quoi travaillez-vous? Quels sont les projets communs entre la Russie et la Belgique? Quels projets peut-on réaliser? Merci beaucoup pour la question, Irena. Si vous me permettez, je reviens sur le thème de l'Omegang. Et pour garder l'intrigue pour l'année prochaine, je vais lever le voile de ce que nous avons prévu montrer cette année au Festival Omegang. Mais comme c'était déjà dit, le festival même est composé de plusieurs composants. Or, à part le fait que c'est un grand défilé qui se passe sur la grande place et auquel la délégation russe y participera et aurait dû participer. Et cette année, cette délégation aurait dû être composée de plusieurs collectifs folkloriques et de notre collectif des Cosaques qui aurait dû défiler sur la place. On a aussi prévu un petit spectacle avec des drapeaux, une petite installation vidéo qu'on voulait projeter sur l'écran qui sont installés sur la grande place. En plus, il y aurait eu le concert auquel on voulait présenter la cuisine russe de certaines régions de la Fédération de Russie, notamment de Yakoutie et d'autres régions exotiques qui sont peu connues en Belgique et en Europe. En ce qui concerne le concert, on prévu la participation des pianistes. Yuri Rozun aussi était prêt à participer. Notre musicien de jazz, M. Boutman, et plusieurs autres figurants. Mais j'espère que l'année prochaine, leur projet et leur agenda serait ouvert et ils pourraient venir l'année prochaine. Et on a parlé aujourd'hui du parc royal devant le palais royal. La vie, durant quelques jours, devrait être construite autour des plateformes thématiques. L'une, c'est la reconstitution historique liée à l'histoire de Russie et l'histoire de l'arme russe. C'était la période médiévale. Les tenues, c'est la reconstitution complète. C'est pas les choses qui sont adaptées et qui simulent cette époque. C'est vraiment une réelle reconstitution de ce temps, de cette arme qui était utilisée à cette époque. On aurait dû organiser un endroit comme la ville des maîtres où la jeunesse, les enfants avec leurs parents pourraient avoir l'initiation, avoir une idée par rapport au métier, aux vieux métiers russes et bien sûr un programme des concerts qui aurait dû avoir lieu sur les endroits différents pendant quelques jours. Je crois qu'on va garder ce format pour l'année prochaine et on essaiera d'inviter les gens les plus intéressants et les artistes les plus connus. Malheureusement, la lutte contre l'infection de coronavirus a ajusté nos activités et celles d'autres organisations parce que, effectivement, cette année, on a prévu plusieurs événements organisés en Belgique, mais aussi dans la vie culturelle. Quelques-uns sont reportés plus tard et certains sont passés en ligne et donc ce nouveau mode de communication, la communication en ligne, réunit un grand public et suscite un grand intérêt. Nous avons déjà tenu plusieurs événements communs avec nos partenaires belges sur
la thématique civile et politique qui sont liées aux questions de sécurité, de coopération humanitaire. Nous pensons les tenir dans le futur, y compris en ligne. Ici, la situation nous le permet. On les organisera en mode ordinaire. Nous avons plusieurs projets intéressants avec le gouvernement de Moscou que nous voulions organiser en Belgique avec la participation de nos compatriotes vivant en Belgique. Aussi pour nos partenaires belges et collègues sur les thématiques différentes, notamment sur les innovations, la numérisation, qui a démontré son actualité dans cette période. Nous avons beaucoup de projets. Malheureusement, vu l'incertitude de la situation, on ne peut pas encore avoir une idée sur comment ça va se dérouler, soit en ligne, soit en mode ordinaire. Mais pour l'instant, on essaie de reporter ces événements jusqu'à la fin de l'année et de les dérouler en automne quand la situation nous le permettra peut-être. Il y a des événements qui sont très spectaculaires et qui ont de l'ambiance et on aimerait les sentir avec la peau. On ne peut pas les remplacer par les événements en ligne. Merci beaucoup à ceux qui ont pu s'adapter et à intégrer ce format dans sa vie. Nous travaillons depuis plusieurs mois en ce mode, comme on le fait en ce moment. Il y a un grand intérêt de la part des médias. Il y a aussi des avantages. On essaye de chercher les avantages. Donc, la même question, Monsieur l'ambassadeur, et on va finir. La situation est difficile à prévoir. Donc, en ce qui concerne la perspective d'un mois, quels événements culturels conjoints projetez-vous avec une partie belge où vous avez dû les reporter? Je vais complémenter Yuri Anatolovitch. J'aimerais dire que l'agenda culturel, des échanges culturels, est traditionnellement bien chargé. Il y a souvent des collectifs russes du niveau international. C'est M. Gergiev avec l'orchestre de Mariinsky qui visite la Belgique. Puis Anna Netrebko, la dernière fois, c'était le 8 mars, la veille de toutes les restrictions et du confinement à Liège. À Liège, il y a eu le concert avec un grand succès. Il y a aussi des artistes qui vivent à l'étranger, tels que Daniil Trofimov, Grigory Sokolov. La culture russe est présente constamment. En été dernier, il y a eu une grande exposition de l'art contemporain dans le palais Gozar et on espère beaucoup qu'à partir des prochains mois, ce rythme élevé que nous avons pris pour nos échanges culturels sera continué et la situation sera normale et nous aurons la musique vivante sur les endroits importants de Belgique. Mais si on ajoute l'auditoire, donc le public d'Internet, ça serait encore mieux. Merci beaucoup, collègues. Notre partie officielle est terminée, notre conférence de presse est terminée. Je remercie tous les participants. Merci beaucoup. Le plus important, c'est de ne pas tomber malade. Le plus important, que ces projets soient réalisés. On va réparer les erreurs avec Monsieur Paul Legrand. Nos erreurs personnelles, on vous invite en Russie. Et après tout ça, j'aimerais visiter la Belgique. Bienvenue chez nous. Et si vous nous permettez, on viendra dans votre pays après la levée de toutes les restrictions et peut-être
on visitera votre festival dont on a parlé avec un tel intérêt. J'aimerais le voir par mes propres yeux. Je remercie tous nos spectateurs. Notre conférence de presse est terminée. On remercie les intervenants. On les laisse partir. On vous laisse en compagnie du directeur général de l'Institut Erasmus, Martin Vermeer, qui va exposer l'historique. C'est un petit film de 25 minutes. Ça va être intéressant. Si vous avez cette occasion, regardez-le. Notre événement est terminé et on se verra la prochaine fois sur notre plateforme. Martin, tu parles? Your Excellency, ladies and gentlemen, Ваше превосходительство, дамы и господа, I thank you for the opportunity to speak about the Ommegang in historical perspective and about the cultural diplomatic significance of the Ommegang today. спасибо большое, что предоставили мне возможность поговорить об Омеганге, который является памятником истории и культурной дипломатии. Closely related to the history Значение Омеганга в исторической перспективе, of which Brussels was one of the 4 capitals. Омеганг отсылает нас к 3 историческим событиям, тесно связанным с историей Брюсселя и герцогства Брабантского, одной из 4 столиц которого был Брюссель. Благодаря этому Омеганг имеет огромное культурное и дипломатическое значение для Европейского Союза и Бельгийского королевства сегодня. Первое историческое событие, на которое ссылается сегодняшний Омеганг, это шествие, которое проходило по кругу. Процессия всегда начиналась от собора Богоматери в Саблоне и после обхода возвращалась обратно к тому же собору. Омеганг содержит слово «омма», означающее «вокруг», и «ганг», что означает «ход», доходя тем самым до площади Гран-Плас в Брюсселе со статуей Девы Марии. Создавая неразрывную связь между Брюсселем и Антверпеном, 2 из 4 столиц герцогства Брабантского, Антверпен позволил Брюсселю оставить у себя статую Девы Марии, привезенную из родного города Мария Антверпена в свой брабантийский город-побратим Брюссель в то неспокойное время 1356 года. В отсутствие в Брабанте преемника по мужской линии, а также с угрозами аннексии со стороны Луи Мале, графа Фландрии. Согласно легенде, статуя была привезена набожной женщиной Беатрис Соткинс в лодке, движимой божественной силой, со спущенным парусом и без гребцов, и получена герцогом Брабантийским Жаном III, при правлении которого состоялся и был официально задокументирован первый радостный въезд, и который передал земли в лесу Грейнендаля первой брабантийской общине мистика Яна ван Ройсбрука. Was composed and sealed, and who had provided the first community of the Brabantine mysticus, Jan van Ruysbroek, with grounds in the forests of Groenendaal. Начиная с 1356 года, статуя Девы Марии, доверенная городским правительством Антверпена городу Брюссель, действительно хранится, охраняется и почитается Великой гильдией арбалетчиков. Это одна из самых значимых, густонаселенных гильдий Брабанта с очень высоким уровнем социального развития. Кроме того, она имела сильную и даже решающую политическую силу в правительствах столиц Брабанта и участвовала в работе правительства самого герцогства Брабанта, поскольку 4 столицы Брабанта — Брюссель, Лёвен, Антверпен и Хертогенбос — были представлены в Генеральных Штатах Брабанта. Статуя Девы Марии была помещена в собор Богоматери в Саблоне, который был великолепно перестроен в XV веке в честь культа Великой гильдии и статуи Девы Марии как драгоценного символа политических, религиозных и культурных связей, а также дружбы между Брюсселем и Антверпеном, как 2 конституционно связанных столиц Брабанта.
capitals of Brabant. The second historical Второе monument историческое Riksommegang событие, is referring о to котором сегодня упоминается в связи с Амигангом, every new duke это радостное вступление, of Brabant, когда новый герцог или герцогиня Брабантская, every duke а с 1430 года каждый герцог или герцогиня Бургундская, являясь новым правителем бургундских Нидерланд, в который с 1430 года входит герцогство Брабант после начала правления Филиппа Доброго, герцога Бургундского, и с того же года и герцога Брабантского, должны были соблюдать церемониал радостного вступления на престол, который ознаменовывал начало его или ее правления. То есть одновременно церемониальное вступление каждого нового герцога или герцогини в столице Брабанта и произнесение торжественной клятвы Конституции герцогства Брабанта. Событие, которое получило название «Радостный въезд в Брабанте». As the four capitals of the Duchy of Brabant, decisive veto rights in the estates of Brabant. Города Брюссель, Антверпен, Лёвен и Хертогенбос, 4 столицы герцогства Брабантского, имели решающее право вето в штатах Брабанта или их представительской ассамблеи. Однако все 4 вместе взятые, они сильно отличаются от городов-государств итальянского возрождения, сосредоточенных вокруг одной столицы и сильно имитирующих классические города-государства, разве только не стремящиеся стать очередным имперским Римом. Кроме того, с 1356 года, согласно первой для Европы Конституции, названной радостным вступлением Брабанта, они обладали правами, которые позволяли им свергать неуместного герцога или герцогиню, а также назначать новых правителей герцогства. В 1420 году штаты герцогства практически свергнули на конституционной основе герцога Жана IV, который без уважения отнесся к этому решению, как того требует присяга и печать на его радостном вступлении, и вторгся в Брюссель с армией наемников. Однако потерпел поражение от представительских сословий Брабанта, которым решительную помощь оказали члены гильдии ремесленников Брюсселя. В знак благодарности гильдии за помощь в спасении мастерам ремесленных гильдий вскоре после этого было предложено в городском совете, место в городском совете Брюсселя. Для заседаний совета потребовалось расширить помещение, и в 1440 году мэрия Брюсселя была расширена дополнительным крылом со стороны башни мэрии, если смотреть на нее лицом. Крыло было построено в 1449 году архитектором Яном ван Руисброком, который был мастером Филиппа Доброго, имя которого сильно напоминало брабантина-мистика Яна ван Руисброка. Башня ратуши символизирует восхождение из смертного, несовершенного мира в совершенный, бессмертный мир, что представлено в виде квадрата в качестве базового плана Земли, символа Земли и несовершенства, восьмиугольника в качестве базового плана средней части, будто бы связующее звено между квадратом и кругом, Землей и небом, несовершенством и совершенством. И круглым базовым планом верхней части, символ неба и совершенства, и разделяет переднюю часть ратуши на 2 стороны, в полном соответствии с золотым сечением, пропорции, которая считается правильной во всех культурах мира и во все времена. На основании Конституции герцогства Брабантского вместе с прагматической санкцией ноября 1549 года, юридически связывающей все бургундские Нидерланды в будущем династическом наследстве, Генеральные Штаты собрали представителей самых могущественных образований Нидерланд.
в том числе герцогство Брабантского, графство Фландрии, графство Голландии, графство Зеландия, Утрехта и так далее, которые опирались на политические идеи Эразма и Мора о представительной или парламентской демократии. Благодаря их работе политическая система парламентской демократии была впервые продвинута на европейском континенте, безошибочно согласуется и совпадает с оригинальной, инноваторской политической системой и культурой Брабанта, в которой Эразмус и Томас Мор нашли вдохновение для своих политических идей парламентской демократии. Представители сословий свергли Филиппа II, правителя бургундских Нидерландов. Это было сделано на законных основаниях в соответствии с Конституцией через акт об отречении 1581 года, что узаконило тем самым голландское восстание во главе с Вильгельмом I Оранским, который в душе был истинным последователем Эразма и который вырос в Брюсселе и Брабанте, в расцвет этой политической и духовно-религиозной культуры. The third historical monument today's ommegang is referring to is the parade of 1549. Третьим историческим событием, о котором сегодня упоминается в связи с Омегангом, является шествие 1549 года, устроенное Брюсселем в честь императора Карла V, который с 1515 года был герцогом Бургундии, правителем бургундских Нидерландов и с того же года герцогом Брабанта, принеся клятву и поставив свою печать на радостном вступлении Брабанта, а также в честь его сына Филиппа. Это происходило в тот момент, когда Карл V и Филипп посещали бургундские Нидерланды, правление которыми 6 лет спустя, в 1555 году, Карл V полностью передаст своему сыну Филиппу. Во время этого визита Карл V уже попросил Генеральные Штаты признать своего сына в качестве преемника. Для того, чтобы это было конституционно возможно, Филипп был обязан уже в 1549 году торжественно принести клятву и вступить на престол герцогства Брабант, а также организовать торжественные церемонии в столицах Брабанта. Поэтому в том же году Филиппу пришлось вступить на престол в Лёвене и провести торжественные церемонии в Антверпене. Оба события произошли в том же году, что и шествие в Брюсселе 1549 года. Его можно считать брюссельской частью церемоний празднования радостного въезда Филиппа в качестве нового герцога Брабантского. Карл V и Филипп наблюдали за процессией из залов мэрии Брюсселя, расположенных непосредственно над главными вратами мэрии. Очередное свидетельство тех исторических событий, связанных с этим церемониалом. Совпадение по времени торжественной клятвы Филиппа в качестве нового герцога Брабантского и шествия на Большой площади Брюсселя укрепляет таким образом и без того тесную связь между этим шествием и радостными вступлениями Брабанта. Восстание против правления Филиппа II позднее, в XVI веке, полностью соответствовало конституционным нормам согласно хартии радостного вступления Брабанта, который присягал Филипп II. В 1581 году на основании акта о торжественном отречении Генеральные Штаты на практике совместно реализовали свои конституционные права, предоставленные радостным вступлением Брабанта, и распространившие свое действие от территории герцогства Брабанта на все бургундские Нидерланды благодаря прагматической санкции ноября 1549 года. По мнению властей Брюсселя, шествие 1549 года, устроенное в честь Филиппа,
должно было продемонстрировать величие радостного вступления в духе Брюсселя и в то же время дать ясное понимание о культурной, религиозной, социально-экономической и решающей силе представительных сословий Брабанта, как это предписано в Хартии радостное вступление герцогства Брабант и как то предусматривает политическая культура. Поэтому едва ли можно переоценить значение Амиганга, отсылающего к этим трем историческим событиям, как памятника политического и культурного наследия в широком смысле европейской, культурной, политической и конституционной истории. Вполне логично, что политическая культура Брабанта и радостных вступлений в настоящее время находит свой путь и дом в европейском квартале и сердце институтов Европейского Союза. Это возвращение политической культуры Брабанта в сердце Европейского Союза продвигается и поддерживается проектом «Эразмус». Этот проект, начатый с октября 2017 года, нацелен на развитие идеалов Эразмуса и его последователей христиан-гуманистов для того, чтобы усовершенствовать программу Европейского Союза и предложить своего рода обновление или возрождение ценностей Эразмуса, своего рода описание концепции Европейского Союза. Проект «Эразмус» уделяет особое внимание парламентской демократии как европейской ценности, поскольку, по мнению Эразма и его окружения, эта политическая система была идеальной политической системой для всех государств Европы. И более того, начиная с января 2019 года, многие начали говорить об актуализации или возрождении других ключевых эразмийских ценностей, предлагаемых в рамках описания концепции как Европейского Союза, так и всего мира через проект Эразмуса. Именно Эммануэль Макрон, сидя рядом с Владимиром Путиным в Бригансоне 19 августа 2019 года, заявил, что Россия занимает свое полноправное место в Европе ценностей. В соответствии с этим заявлением президент Путин в своей статье «75-летие Великой Победы» заявил, что Россия имеет свое полноправное место в Европе ценностей, говоря об общей ответственности перед историей и нашим будущим, опубликованной Вестником «Дипломатический мир» 21 июня 2020 года. В ней говорится о том, что и союзников, и Россию объединяют высокие гуманистические ценности и идеалы в их борьбе плечом к плечу с нацистами и в их совместной победе над нацистами, и что эта общая история и наследие создают прочную основу и вдохновение для совместного укрепления структур международного сообщества в решающий момент времени, в котором мы живем. Спасибо большое. Capitale européenne, Bruxelles possède un héritage culturel et historique unique. Sa Grand Place est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Reconnue comme l'une des plus belles places du monde, la Grand Place de Bruxelles s'impose comme un joyau architectural de la culture occidentale. On peut y admirer un mélange éclectique et très réussi de styles. Des écrivains comme Baudelaire, Victor Hugo et même Karl Marx tombèrent sous son charme. La Grand Place de Bruxelles est aussi le théâtre d'événements incontournables tels que l'Ommegang, une grandiose reconstitution historique qui commémore la venue de Charles Quint à Bruxelles en 1549. Notre escapade vous emmène aujourd'hui sur les traces de l'empereur.
Dans les livres d'histoire, c'est la ville de Gand qui est presque exclusivement citée lorsque l'on mentionne le souverain. Mais en y regardant de plus près, Charles Quint est bien plus brabançon que gantois. C'est à Bruxelles qu'il a installé le siège de son pouvoir et qu'il a marqué le destin de la ville. Le personnage de Charles Quint est très important dans l'histoire de Bruxelles pour deux raisons. La première, c'est que dans l'histoire réelle, Bruxelles était sa résidence principale. La deuxième, c'est qu'autour de Charles Quint, il existe aussi tout un légendaire qui est au moins aussi important que la dimension historique et qui est également très présent à Bruxelles. Certains considèrent Charles Quint comme un des fondateurs de l'Europe. Mais celui-ci a pourtant passé une grande partie de sa vie à faire la guerre avec nos voisins européens. C'est lui qui a obligé les Français d'entamer une alliance stratégique avec les Ottomans, donc avec la Turquie, une alliance qui existe toujours aujourd'hui. C'est lui qui a forcé les Anglais à inventer la politique de la balance of power, qui est encore toujours la base de la politique britannique. Et c'est lui qui a obligé, contre sa propre volonté, les princes allemands de chercher une cohabitation entre catholiques et protestants. Et donc dans ce sens-là, on peut dire qu'il a façonné l'Europe, mais c'est peut-être un peu court de dire qu'il est un père de l'Europe. Sacrée cathédrale au XXe siècle seulement, la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule constitue symboliquement la première église de Belgique. Elle est le lieu de grandes cérémonies religieuses, en particulier les mariages et les enterrements royaux. Saint-Michel a été imposé comme église principale de Bruxelles par les princes régnants au moment où ils ont installé ici un chapitre de chanoines dédié à Sainte Gudule. Et donc de là l'église collégiale de Saint-Michel et Gudule, qui n'est devenue cathédrale d'ailleurs qu'en 1962. En fait, c'est une église princière depuis ses débuts. Et ça se voit bien, puisque Charles Quint descend des princes régnants sur le Brabant par les femmes. Quand on visite l'église et surtout quand on fait attention aux vitraux, c'est un véritable album de famille des Habsbourg, la famille de Charles Quint. Parmi tous ces vitraux, il y en a au moins deux qui sont très importants. Dans le transept nord, un énorme vitrail représente Charles Quint et son épouse, chacun avec son saint patron, agenouillés devant Dieu le Père. Et c'est très intéressant de regarder en détail ce vitrail, car on voit l'évolution des mentalités du XVIe siècle, l'époque de la Renaissance, de l'humanisme, car normalement au XVe, on aurait fait une triptyque avec les saints au milieu, en plus grand que nature, et les donateurs en tout petit sur les volets latéraux. Ici, vous avez un Charles Quint qui est un véritable géant, agenouillé devant un Dieu le Père tout petit. Les vitraux constituaient pour Charles Quint un excellent outil de propagande en faveur des Habsbourg. Les vitraux du XVIe siècle témoignent de la continuation de cette tradition par les Habsbourg. Ils évoquent les puissants ancêtres de Charles Quint, à qui il devait son grand royaume. Des éléments typiques de la Renaissance identifient Charles Quint aux illustres empereurs antiques, mais rappellent également les visites festives du souverain lors des joyeuses entrées. Par le biais des vitraux monumentaux de cette importante cathédrale bruxelloise, le souverain entendait asseoir son pouvoir. Depuis le Moyen-Âge, une résidence princière domine la ville de Bruxelles sur la colline du Coudenberg. Cet ensemble architectural est l'un des plus beaux palais d'Europe et une des résidences principales de Charles Quint. Ce prestigieux bâtiment fut fortement endommagé lors d'un incendie survenu en février 1731. 40 ans plus tard, les ruines du palais sont rasées et nivelées pour faire place au quartier de la place Royale. Les vestiges de cet édifice composent le site archéologique du Coudenberg. Nous sommes dans une rue souterraine qui à l'époque était en surface et qu'on a
en fait redécouvert en faisant des fouilles depuis 25 ans maintenant, des fouilles qui ont permis de comprendre que l'ancien palais de Charles Quint a servi en partie de soubassement pour construire la place royale au-dessus. Nous sommes ici dans les locaux techniques qui se trouvaient sous la chapelle que Charles Quint a fait construire. Maintenant, c'est en sous-sol, mais à l'époque, c'était en surface. Et en fait, la fameuse chapelle se trouvait au-dessus. La seule ambition de ce projet, c'était de faire une construction qui épatait mieux que la Sainte-Chapelle de Saint-Louis à Paris, ce qui a été une réussite parfaite d'ailleurs, puisque la chapelle faisait la longueur de tout le couloir dans lequel nous sommes et la largeur des pièces attenantes à droite et à gauche. Cette salle est très importante par les événements qui ont eu lieu. Le plus important, c'est sans doute 1555, Charles Quint qui décide d'abdiquer. Pour le dire, pour le comprendre dans notre monde d'aujourd'hui, il prend tout simplement sa prépension parce qu'il est fatigué, découragé, malade et il arrête les frais. Et comme tous les retraités de chez nous qui en ont les moyens, il ne reste pas dans notre mauvais climat, il part en Espagne où il va mourir 3 ans plus tard. Le Grand Palais de Bruxelles a brûlé au XVIIIe siècle et à ce moment-là, la charpente est tombée, les différents niveaux se sont effondrés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, lors des fouilles, on a retrouvé tout en bas dans la construction le pavement de la grande salle. Et donc les dalles qui se trouvent ici maintenant, on peut dire avec certitude que c'est là-dessus que Charles Quint se trouvait au moment où il a pris sa prépension. L'Homegang du Sablon était dédié à Notre-Dame des Victoires, patronne du grand serment des arbalétriers. Cette vierge était vénérée dans la chapelle devenue église du Sablon. Sa légende nous ramène à 1348. En fait, il s'agit d'une femme dévote qui habitait à Anvers et qui trouvait qu'une statue de la Vierge était délaissée. Alors, elle l'a amenée à Bruxelles. Mais cela ne s'est pas fait sans heurts. Mais heureusement, elle a trouvé un batelier qui l'a menée. Et sans hisser les voiles, cette barque a été poussée vers Bruxelles. Elle a été accueillie, évidemment, avec les honneurs ici à Bruxelles. Et le duc de Brabant a dit, mais écoutez, on va déposer cette statue dans la chapelle des arbalétriers. Les arbalétriers, c'était un des serments, c'était très important pour la défense des villes. Alors cette chapelle qui accueille une statue miraculeuse commence à attirer beaucoup de monde. Et en 1400, on commence à construire ce bel édifice gothique. C'est l'édifice gothique le plus tardif à Bruxelles. Mais ça va prendre du temps parce qu'on commence en 1400 et ça ne se termine qu'en 1520. Maintenant, je reviens à l'Homegang. Chaque année, la statue miraculeuse était portée en procession autour de l'église. Ce qui en flamand se dit omgaan, aller autour de la Homegang. C'est un costume de la dame de compagnie de la reine de Hongrie. L'Homegang est une reconstitution historique qui se passe le premier jeudi du mois de juillet et le mardi qui précède chaque année sur la grande place de Bruxelles, qui a pour but de retracer l'avenue de Charles Quint lorsqu'il venait présenter son fils Philippe, qui deviendra plus tard, lorsqu'il accédera au trône, Philippe II. Et donc il faisait le tour de l'Europe et il adorait Bruxelles parce qu'il est resté presque plus de 18% de son temps à Bruxelles. Et donc Bruxelles, pour fêter l'avenue de l'empereur et montrer toutes les fastes que Bruxelles pouvait avoir, eh bien, lui ont fait un Homegang. Et c'est cet Homegang qu'on retrace encore aujourd'hui sur la Grande Place avec des figurants, et on essaye dans la mesure du possible que ce soit des descendants des personnalités de l'époque, soit que le rôle qu'ils jouent ait un rapport avec ce qu'ils font dans la vie civile actuelle. Puisque la procession ne fait l'objet d'aucune répétition,
On compte ainsi sur la tradition verbale pour que se transmette de père en fils le rôle de chacun. Au-delà de l'histoire reconstituée, c'est la petite histoire des familles représentées comme à l'époque qui crée le caractère unique de ce cortège, mais qui exige une organisation et une logistique sans faille. Il y a les lanceurs de drapeaux, il y a les échasseurs, il y a la cour de Charles Quint et il y a aussi le bon peuple. Et au niveau du bon peuple, je suis responsable d'à peu près 180 figurants. Ces 180 figurants ont des rôles particuliers. Ils sont répartis dans les gardes de Charles Quint, les porteurs de marionnettes de tôle, les porteurs de Keersen. Donc voilà, ils ont vraiment des rôles particuliers. Et il est important effectivement qu'une bonne information soit transmise. Il faut d'abord un respect de la vérité historique et puis il y a le respect d'un certain scénario. Donc la façon de se tenir, de se comporter, mais aussi de se vêtir, de ne pas mettre n'importe quoi, d'avoir des chaussures adéquates, de ne pas avoir des bijoux apparents, de ne pas avoir de montre, donc de respecter au niveau vestimentaire une certaine tenue. Et puis au niveau du scénario aussi, il y a certaines choses à respecter au niveau de l'entrée sur la Grande Place, la façon de marcher, de déambuler sur la Grande Place, de se situer à certains endroits. Donc il est important effectivement qu'une bonne information soit donnée à tous les membres, à tous les figurants, puisqu'il n'y a pas de répétition. Donc il est important qu'à peu près 2 heures avant le spectacle, on se réunisse et après avoir bu un bon petit verre, eh bien, les figurants reçoivent une information. D'abord au niveau de l'histoire, pour se replonger en 1549, et puis au niveau du scénario proprement dit, en disant bon, attention, à votre tenue, les gardes de Charles Quint doivent se trouver à tel endroit, les porteurs de marionnettes doivent rentrer par telle rue de la Grande Place. Voilà, donc toutes des choses importantes au niveau de l'entrée, de la tenue, du scénario et surtout du timing. Parce que c'est quand même un événement qui dure de 21h jusqu'à 23h15 à peu près. Et donc il est important durant tout ce temps d'avoir une certaine chronologie au niveau des rentrées sur la Grande Place. Et regarder le spectacle dont nous avons la régie en main. Charles Quint descend du carrosse, est accueilli en fait par les dignitaires de la ville. Parce que l'enjeu, c'est que c'est pas un spectacle qui est organisé par la cour impériale. À l'époque, un empereur devait venir écouter une mise en scène réalisée par les élites urbaines. On a une trame qui est plus ou moins fixe parce que c'est un événement qui est historique, donc on n'a pas une grande liberté non plus, mais on a une certaine liberté sur certains à côté, qui soient des effets lumineux, sonores, pyrotechnie et autres. On peut jouer, on a une certaine liberté, mais quand même très restreinte. Vous avez vu 2 personnes, donc l'historien et moi-même, qui faisons partie de l'équipe qui gère la sortie. Ben, l'historien, nous en avons 2 en fait, qui regardent qu'on reste toujours justement dans cette trame de l'historique. Parce qu'il y a plein de choses qui sont réalisables, plein de choses qui sont possibles, mais on doit rester dans cette trame reconnue. Aujourd'hui encore, cette commémoration est un haut moment de la vie historico-culturelle de la capitale belge. Une reconstitution historique de 1400 figurants, dont plus de 38 groupes folkloriques et historiques, 40 chevaux et 9 géants. Dans les coulisses, différentes équipes s'activent pour assurer la réussite de l'événement. On est prêt? Go, on y va. Voilà. Nous travaillons toute l'année au scénario, aux demandes d'autorisation, d'élaboration de plein de choses. On est la partie, je dirais, active toute l'année. Autour de nous, il y a toute une structure de gens qui sont bénévoles et autres qui viennent compléter l'équipe durant l'année et ça s'intensifie jusqu'au moment de la sortie, évidemment. Près de la gare du Midi, dans les immenses entrepôts de plus de 2000 mètres carrés de l'association, l'organisation emploie une petite dizaine de personnes à plein temps. Sans compter les aides ponctuelles venues de l'extérieur. On peut diviser l'année en 2 périodes. La période après Ommegang, où il y a des debriefings de l'équipe qui gère la sortie, de l'équipe logistique. Ce qu'on appelle l'équipe logistique, c'est l'équipe qui encadre l'Ommegang depuis le Sablon, enfin maintenant depuis le Parc Royal jusqu'à la Grande Place, et puis l'équipe folklorique qui sont en fait tous les responsables des groupes présents dans le cortège et sur la Grande Place. Après chaque sortie du spectacle, je m'occupe de des costumes. Il y a au moins 1500 ici.
Donc on lave, on prend en main, on vérifie tous les coutures, les galons, les perlages, les chapeaux, tout doit être impeccable pour la sortie d'après. Quand on fait un nouveau costume, on se base sur un ancien modèle ou alors dans les archives, dans un livre, une copie, ou plus ou moins la même chose. Voilà. La personne essaye le costume et j'ajuste au niveau de la taille ou les manches ou le jupon ou la coiffe. Donc je fais en sorte que tout se passe, que la personne, le costume lui va très bien. Voilà, ça fait... Donc ici, je travaille sur un manteau de toison d'or qui a été porté à la grande sortie de l'Omegang du mois de juillet. Donc le manteau a traîné par terre et la fourrure était très sale, donc j'ai défait la fourrure, laver et puis recoudre de nouveau. Donc voilà, c'est tout un travail. Et j'ai 7 manteaux comme ça à faire, entre autres, pas de mon travail, voilà. Couturière, maquilleuse, accessoiriste, peintre, différents corps de métier s'activent. Chacun veillera à ce que la reconstitution historique soit la plus fidèle possible. On s'appuie sur des tableaux et iconographies de l'époque. Chaque habit, chaque coiffe, chaque arme, chaque rang doit être la reproduction fidèle de son modèle d'origine, vieux de 5 siècles. L'engouement des figurants pour l'événement ne semble pas faiblir avec le temps. Au contraire, les descendants revêtent avec une certaine fierté les habits de leurs ancêtres et ont l'impression d'apporter leur pierre à l'édifice de l'histoire, une histoire qui est parfois sujette à quelques adaptations. L'histoire, ça reste l'histoire. Ni vous ni moi, on sait la changer, donc forcément, ça, on ne va pas y toucher. Par contre, on peut y apporter des adaptations, à la fois en son et lumière, à la fois avec des ténors, des contre-ténors qui viennent chanter sur la Grand Place à des moments bien spécifiques du spectacle. Nous apportons aussi des modifications en faisant venir des artistes, des arts et des lettres. Donc on a pu compter sur des Stéphane Bern, sur des Jacques Weber, Francis Huster également. On a l'ambition et je pense qu'on y arrive, d'être une des références de la culture belge à l'étranger. Et on veut, bien sûr, lorsque vous pensez à Rio, vous pensez carnaval, le jour où vous pensez à Bruxelles, il faut penser au Omegang. Nous sommes déjà reconnus comme patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est vrai que le dossier est en train de se finir pour pouvoir, avec les équipes du ministère de la Culture, pouvoir introduire le dossier à Paris et espérer pouvoir se faire élire par l'UNESCO d'ici 2-3 ans. C'est Christophe Colomb qui découvrit le cacao dans le Nouveau Monde. Une fois transformé en chocolat, il deviendra quelques siècles plus tard une spécialité gastronomique de la Belgique. 500 chocolatiers et 2000 boutiques, de grands noms tels que Marcolini, Vitamer, Neuhaus ou encore Léonidas. Léonidas est un immigré grec aux États-Unis. En 1910, il est venu en Belgique, à Gand, pour faire un concours de pâtisserie où il s'est fait remarquer. Il est retourné aux États-Unis. En 1913, il est revenu, il a gagné une médaille pour ses chocolats et ses pâtisseries. Il a rencontré le meilleur produit belge, c'est-à-dire une bonne épouse, qu'il a épousée à ce moment-là. Ils ont fait le premier magasin à Blankenberg, Tea Room Chocolat. On a eu 100 ans l'année passée. C'est 100 ans de tradition, de générosité, de savoir-faire. Tradition, pourquoi? C'est les recettes plus ou moins équivalentes au gramme près qui sont de nouveau créées maintenant, avec bien sûr des nouveautés, des adaptations en fonction des goûts des différentes générations qui ont suivi. Et puis nous avons aussi le savoir-faire qui s'est perpétué de génération en génération. Le chocolat belge s'exporte aujourd'hui aux 4 coins du monde, un véritable ambassadeur du royaume. Les Japonais, les Chinois, mais encore plus les Japonais, c'est encore fort différent. Ils sont fous du chocolat. C'était nouveau pour eux, c'est arrivé il y a quelques dizaines d'années, et c'est une consommation différente. Eux, ils achètent par petites pièces. Vous avez à une Saint-Valentin, c'est 2 pièces. Le prix est différent, mais c'est 2 pièces. Mais il y a vraiment un amour du chocolat et un amour de chocolat de qualité. On raconte souvent que la praline a été inventée au XVIIe siècle, un savoir-faire artisanal perpétué par les grands maîtres pâtissiers.
lorsqu'on a versé le chocolat sur le marbre, c'est tout l'art du métier, en quelque sorte, de l'artisan, qui va savoir, comment dire, à quelle température il doit mettre son chocolat, en sachant qu'on part avec ici, en l'occurrence, du chocolat à 72%, qui est du Sao Tomé. Donc un chocolat très intense, amer. Et là, en le tablant, donc on a créé des cristaux. C'est le beurre de cacao qu'on cristallise. Et c'est lui qui va définir la brillance et la dureté d'un chocolat. Ensuite, après, comme vous avez vu, on a introduit donc un praliné, le nougat à l'intérieur. Et puis on a fermé simplement la praline. Et vous avez vu le résultat obtenu donc au final. Lorsqu'on développe un produit, il y a une idée générale qui s'installe. Et autour de cette idée, alors à ce moment-là, on s'en va dans notre petite bulle, un peu comme un peintre ou autre chose, qui fait un beau tableau. Eh bien, nous autres, on a la connaissance de notre matière et on l'utilise à bon escient en faisant un amalgame et en essayant de donner un produit qui va plaire à l'ensemble de monsieur et madame tout le monde. Le Belge mange pratiquement plus de 10 kilos de chocolat par an. C'est énorme et c'est dans notre ADN de Belge de manger du chocolat et boire un peu de bière. Et parfois, il y a un mix qui peut se faire entre la bière et le chocolat. Une bière blonde, ambrée avec du chocolat fondant, c'est excellent. La bière, l'autre ambassadeur de la Belgique, qui compte de nombreuses brasseries familiales, dont la brasserie Acht, qui fête ses 110 ans. L'origine, écoutez, c'est en 1898 qu'on a fait notre premier brassin. Avant ça, la brasserie, c'était pas une brasserie, c'était une laiterie. C'était la laiterie de Acht. Et donc, le 14 juin 1898, on a brassé pour la première fois. Et à cette époque-là, il y avait plus de 3000 brasseries en Belgique. Chaque village avait sa brasserie. Les tonneaux, qu'on peut aussi appeler barriques si vous voulez, mais c'était sous des tonneaux à bière qu'on chargeait sur le tram et qui allait de la brasserie jusqu'à Bruxelles, donc via une voie ferrée. On l'appelait d'ailleurs le tram à bière parce qu'il était plein de tonneaux de bière. Et arrivé à notre dépôt à Bruxelles, il était déchargé et chaque fût était chargé sur des charrettes tirées par des chevaux qui allaient livrer les cafés. En fait, le plus important au brassage de la bière, c'est la fermentation. Pour la Ommegang, par exemple, on fait une deuxième fermentation en bouteille. Ça veut dire que la production des arômes reste dans la bouteille et est absorbée, si vous voulez, par la bière. Et c'est une bière beaucoup plus fine, plus riche, plus aromatique. Écoutez, on a fait faire une étude des arômes, en fait, de la bière Ommegang. Ce qui est très intéressant, c'est que elle s'associe très bien avec des ingrédients qui ont des arômes relativement similaires. Et effectivement, par exemple, on retrouve dans les arômes de l'Ommegang tout ce qui est les arômes d'agrumes. Et les tomates crevettes ou plutôt les croquettes aux crevettes avec un peu de citron, ça correspond parfaitement avec l'Ommegang. Le beurre, par exemple, est aussi un arôme qu'on retrouve dans la Ommegang. Donc, la sole meunière avec du beurre, c'est fabuleux. Ben oui. Dans les années 2000, nous avons commencé à soutenir l'Ommegang avec la bière. Ça faisait partie aussi de l'Ommegang. À l'époque, on buvait de la bière. Charles-Quint était connu pour la bière. Bruxelles est une ville en constante ébullition. Une cité au passé et au présent très riche. La capitale de l'Europe se découvre à travers l'art nouveau, le surréalisme, la bande dessinée, ses spécialités gastronomiques, mais aussi à travers ses événements culturels et historiques.